le voir fondamentalement comme une autre famille de types de modèles. D'accord? Vous avez donc, comme il y a la famille des types de modèles arbres, on peut par exemple, imaginons qu'on pourrait faire tout un cours de plusieurs heures sur les arbres, ce serait possible. On pourrait faire plusieurs heures sur les supports vecteurs machine, ce serait très très possible, eux par contre, etc. Mais il y a une particularité pour le deep learning, c'est que ce type de modèle spécifique, pour certains types de problèmes, semble montrer des performances vraiment très bonnes par rapport à d'autres. Et donc, il y a une sorte de buzz, un buzz. La plupart des gros projets de data science utilisent maintenant du deep learning. Si on parle un peu des technologies, je crois que je viendrai après, mais c'est par exemple le cas dans tout ce qui est voiture autonome, c'est du deep learning qui est dedans. Quand on parle de tous les modèles de langage du type GPT, c'est du deep learning qui est dedans. Quand on parle des modèles de chatbot, c'est du deep learning qui est dedans. Donc le deep learning, c'est une famille d'algorithmes de la même manière que vous aviez avant des arbres, des supports vecteurs machines. Le deep learning est une famille, d'accord? Et ils ont l'air d'avoir, pour certains types de problèmes, des très bonnes performances. D'accord? Et c'est pour ça que ce cours-ci est dédié sur ce type de modèle-là. D'accord? Si vous avez des questions, vous m'interrompez. Hein. D'accord? Il n'y a pas de. Il n'y a pas. Mon écran est là, donc c'est pour ça que je regarde par là. Donc, si je reviens, donc, on verra plusieurs choses. On verra d'abord des modèles très, entre guillemets, bêtes et méchants, des réseaux de neurones qui ne sont pas des réseaux, car ils sont composés que d'un seul neurone. On parlera de neurones artificiels. Okay. Ensuite, on verra des réseaux qui ont plusieurs couches, qui commencent à être un peu plus intéressantes. Ensuite, on verra des types de modèles spécifiques pour l'analyse d'images. Okay. Ici, on verra des types de modèles génératifs, on verra ça plus tard, mais c'est des modèles, c'est par exemple ceux-là qui permettent de faire de la création. Je ne sais pas si vous connaissez DALL-E, et des choses comme ça, ce sont des modèles génératifs. GPT est un sorte de modèle génératif, en fait. Ensuite, on verra le Natural Language Processing, donc le traitement du texte. On verra les réseaux de neurones récurrents, qui étaient en gros les méthodes utilisées pour traiter du texte, par exemple, qui étaient utilisées dans Google Translate, tout ce genre de techniques. C'était ça qui était utilisé, on va dire, il y a quelques années, on va dire il y a 5-6 ans. Okay. Et puis, on va toucher un sujet qui sont le principe de l'attention et des transformer networks. Okay. Et c'est ça le grand buzz qu'on entend pour l'instant autour de tout ce qui est GPT. Le GPT, le T dans GPT, c'est transformer. Okay. Donc, GPT, c'est un transformer, en fait. Donc, on va commencer à voir un petit peu des techniques qui sont utilisées. Mais là, c'est vraiment, là, on pourrait faire un deuxième cours, rien que sur les transformers, mais ici, on va un petit peu toucher un peu au sujet. Comme ça, si vous êtes intéressé. Voilà. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que le deep learning? D'abord, on va se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'IA, d'accord? L'IA, fondamentalement, c'est toutes les techniques qui permettent à donner l'impression qu'une machine va avoir un comportement intelligent, d'accord? Par exemple, un GPS, on peut considérer d'un certain point de vue que c'est une forme d'IA. Parce que je trouve ça quand même intelligent d'être capable de me dire le chemin le plus court d'un point à un autre. Mais si on prend par exemple les jeux d'échecs, des façons bêtes et méchantes avant qui faisaient du brute force et qui testaient tous les coups, c'est une forme d'IA. On peut aussi dire que c'est une forme d'IA. Etc. D'accord? Il y a beaucoup de jeux de stratégie type Civilization ou Age of Empire où c'est une série de règles expertes if then else qui implémentent des décisions. Si on est dans cette situation-là, alors on fait ceci, etc. C'est aussi une forme d'IA. D'accord? Mais ensuite, dans tous ces algorithmes qui essayent de donner la capacité à une machine d'avoir un comportement intelligent, il y a un sous-ensemble qui est ce qu'on appelle le machine learning. D'accord? Ça, c'est ce que vous avez déjà touché avec Ruben. C'est lorsqu'on donne la capacité à la machine d'apprendre par elle-même sur des exemples. D'accord? Si je reprends mes exemples des jeux d'échecs, il y a deux manières de faire un algorithme qui fait de l'IA pour jeux d'échecs. La première, on va faire par exemple du brute force. La machine va essayer tous les coups possibles et sur un horizon de 5-6 coups dans le futur, il va prendre le meilleur et puis après ça, il va faire ce coup-là. D'accord? Là, on ne peut pas vraiment dire que la machine a appris sur des exemples de jeux précédents et voilà, non, c'est plutôt de la brute force.
Et l'autre manière qu'on pourrait faire de l'IA dans les échecs, ce serait on donne à la machine des exemples de parties des grands joueurs, ou même pas des grands joueurs, des millions et des millions et des millions de parties de gens. On lui montre comment ces millions et millions de parties ont eu, et la machine va inférer, va apprendre toute seule des règles, d'accord, qui va lui permettre à jouer, d'accord. Les deux approches sont des approches IA, d'accord. La différence, c'est que le machine learning, c'est la deuxième approche. Le machine learning, ce n'est pas nous qui allons mettre les règles. Le machine learning, c'est les règles vont être apprises toutes seules par le machine learning. D'accord? Et donc, dans le machine learning, vous avez vu toute une famille d'algorithmes. Vous avez vu, je ne vais pas les refaire, mais les arbres, etc., les supports faits en machine. Et dedans, il existe du deep learning. D'accord? Et c'est donc le sujet de ce cours-ci. D'accord? Je ne vais pas vous demander s'il y a des questions à chaque fois, mais vous m'interrompez. On va faire un petit historique. Il faut juste savoir que le deep learning, c'est un petit peu un buzz depuis les années 2017-2015. À peu près, c'est depuis ce moment-là que tout le monde commence à parler de deep learning. Il faut savoir que les algorithmes qu'on va voir pendant tout le cours de deep learning, c'est pas vraiment nouveau. Les algorithmes de neural networks, donc proposer des neural networks, c'est depuis les années 70. Donc c'est dans les années 70 que les premières personnes ont proposé des algorithmes de deep learning. Non, mais que ça ne s'appelait pas du deep learning avant, on appelait ça du neural network. Donc c'est dans les années 70 que des gens ont fait du neural networks. Okay, je peux même dire, mais ça, c'est pas écrit dans la slide, que la notion de neurone artificiel, cette notion-là a été inventée dans les années 1950. Pourquoi est-ce qu'on parle de neurones artificiels? Je vais en parler tout à l'heure, mais je peux déjà en parler maintenant. En fait, à la création de tout ce domaine du neural network, ils ont voulu s'inspirer des neurones réels, créer une sorte de simplification mathématique de ce que font un neurone, faire une sorte de modèle d'un neurone extrêmement simplifié. Et c'est sur ça qu'est construit un neural networks. Donc, je reformule, un neural networks. Donc, ça s'appelle des artificial neural networks parce que c'est basé sur des neurones artificiels. Et neurones artificiels, pourquoi? Parce que les scientifiques sont inspirés de neurones réels pour créer une représentation mathématique de ce que font ces neurones réels. Donc, ça s'appelle des neurones artificiels. Cette proposition de construire des neurones artificiels, ça c'est dans les années 50, d'accord? Et dans les années 70, on a proposé de faire des neural networks. Je sais que c'est des termes que vous ne maîtrisez pas encore, on n'a pas encore vu ce que c'est qu'un neural networks, on n'a pas encore vu ce que c'est qu'un neurone, ça viendra plus tard, mais ce qui est important ici, c'est de voir les dates, d'accord? Le message, c'est qu'il n'y a rien de nouveau dans les neural networks. OK? Mais on peut voir qu'à partir de vers 2014-2015, il commence à y avoir un boom. Donc, si on fait une recherche dans Google Trends au Deep Learning, il a commencé à y avoir un boom sur ce terme dans les années 2015. Avant, c'était assez discret ce sujet. Et la question, c'est maintenant, pourquoi est-ce que avant il y avait. Donc, cette technique existait avant. Et pourquoi est-ce que c'est seulement depuis 2015 qu'il y a vraiment cet intérêt? Il y a principalement quatre raisons pour ça. Dans les quatre, il y en a deux qui sont les principaux, qui sont les deux premières. C'est ça. La première chose, il faut savoir qu'un neural networks, deep learning, encore une fois, je répète, je n'ai pas été clair, neural networks et deep learning, c'est la même chose, c'est juste qu'on a rebrandé, on a renommé, on a donné des nouveaux noms à des choses qui existaient déjà. C'est juste, on a appelé ça peut-être neural networks. Et du deep learning, c'est juste qu'on change de nom parfois. Première chose, c'est que les neural networks, ils ont besoin d'énormément de données, mais un volume extrêmement grand de données pour commencer à être performants. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant? Il n'y avait juste pas assez de données disponibles. Maintenant, on est en 2023, ça semble évident qu'on a des données partout, mais il faut vous remettre dans le contexte avant Internet même. Avant que vous ayez des smartphones partout,
la disponibilité des jeux de données, en général, on avait un petit millier de données, c'est déjà beaucoup. Quand on avait 1000 lignes dans un jeu de données, on était content. D'accord? Mais là, je vous parle des années 2000. Maintenant, en 2023, on a trop de données. D'accord? C'est un peu la différence. Donc, première chose, on a beaucoup plus de données qu'avant. Et les deep learners ont besoin d'énormément de données pour apprendre. OK? Deuxième chose qui explique, c'est qu'en plus d'avoir besoin de beaucoup de jeux de données, un réseau de neurones a tendance à avoir besoin de beaucoup de puissance de calcul pour sa phase d'apprentissage. Donc, je vous rappelle, un modèle de machine learning a besoin d'une phase d'apprentissage pour se construire. OK? Et une fois qu'il a été construit, on peut faire des prédictions avec. D'accord? Le problème, c'est que pour sa phase d'apprentissage, le deep learning a tendance à avoir besoin de beaucoup de puissance de calcul. D'accord? Et ça peut être des jours, des semaines, voire pour les plus gros modèles qui existent, ça peut être des mois de calcul, sur les gros serveurs chez Google pour avoir un seul modèle. Ça vous donne un ordre d'idée. D'accord? Donc, les deep learners ont tendance à avoir besoin, pour les très gros, surtout les très gros, énormément de puissance de calcul et aussi énormément de données. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avant 2014, il n'y avait juste pas vraiment cette disponibilité de données. C'est à partir de là, si vous n'avez pas connu peut-être le buzz en 2010, moi j'ai connu ça, tout le monde parlait, personne parlait d'IA, personne parlait de deep learning, tout le monde parlait de big data. Big data, big data. Le big data, c'était le fait de pouvoir commencer à traiter des jeux de données. Et c'est pas par hasard que c'est un peu avant, c'est vers 2010 qu'il y a eu ce buzz, parce que le big data a généré cet ensemble de données. Et donc, on a eu après ça suffisamment de données pour apprendre, pour faire des apprentissages. Est-ce que ça pour l'instant? Ok. Oui. Ok, je vous préviens qu'il y aura plus d'interactions la semaine prochaine. Hein. Autre changement. Je vous ai dit tout à l'heure que les algorithmes de réseaux de neurones, ce sont les mêmes depuis les années 70. D'accord? Fondamentalement, ce que je vous ai dit est vrai à 90%. Il y a eu quand même quelques changements au point de vue algorithmique. C'est pas vrai que 100% que les réseaux de neurones qu'on utilise maintenant sont 100% les mêmes. Mais on va dire quand même, entre 80 et 90%, rien n'a changé. Ce que vous apprendrez aujourd'hui, 80%, c'est le même cours que j'aurais pu vous donner il y a 20 ans. D'accord? Ce qui a changé, encore une fois, c'est ces 20%. Et c'est aussi que maintenant, ça marche super bien. Et pourquoi ça marche super bien? Parce que ceci. D'accord? OK? Ensuite, quatrième chose, ce sont les softs. À mon époque, quand j'ai fait mes études, on devait écrire un réseau de neurones à la main. Donc, on faisait ça encore à l'époque en C++. Je ne vous dis pas, c'était des centaines de lignes de code pour finalement faire un réseau de neurones très simple, finalement. Maintenant, pas en 3 lignes de code, mais en 20 ou 15 lignes de code, vous savez déjà avoir un modèle de réseau de neurones construit. Pourquoi? Parce qu'il existe des bibliothèques qui vous simplifient le développement pour les réseaux de neurones, pour le deep learning. Les principaux, ce sont ces trois-ci. Vous avez Keras, vous avez TensorFlow et vous avez PyTorch. OK? On va toucher dans le cours, je vous donnerai. Ah oui, et il faudra que ces deux-là, donc Keras et TensorFlow, ils ont fusionné en quelque sorte. Donc Keras reste un projet à part, mais il a été intégré dans le projet de TensorFlow. D'accord? Ce que je dis là, c'est que je vous répéterai parce que je sais bien que c'est peut-être encore flou maintenant, mais quand vous aurez des exemples. Donc, ça, vous pouvez voir ça comme un seul projet, alors que pour être honnête, ce projet-là reste un projet indépendant, mais il était intégré de fait dans TensorFlow. Et PyTorch, c'est un projet qui est à part. Qui sont les boîtes qui sont. Donc, tout est open source, d'accord? Mais c'est TensorFlow, c'est poussé par Google. Et PyTorch est poussé par Meta, par Facebook. Dans les faits, TensorFlow a peut-être plus tendance à être utilisé actuellement avec Keras, plus dans les entreprises, alors que PyTorch est en train de monter plus. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que j'ai pas été voir les chiffres qu'il est dépassé depuis l'utilisation de TensorFlow et plus utilisé dans le milieu académique aussi. Dans le milieu académique, il y a très peu de gens qui utilisent Keras et TensorFlow, mais plutôt PyTorch. On va dire que PyTorch est peut-être plus difficile
mais donne un plus grand contrôle. Il est un peu, si on fait des niveaux de programmation, il est de niveau plus bas, on va dire PyTorch, que Keras. OK. Alors, je vous ai dit qu'il y a eu un grand buzz qui s'est passé ici. D'accord? Je vous ai expliqué pourquoi il y a eu ce buzz qui est arrivé. C'est parce que il a commencé à y avoir plus de données, blablabla. Blablabla. D'accord? Il y a eu ces 4 trucs-là. D'accord? Et dans l'histoire, il s'est passé quelque chose, et c'est ce domaine-là qui a vraiment mis en avant aussi le deep learning, c'est la compétition qui s'appelle ImageNet. OK? Je bouge. Mute d'abord. OK. ImageNet, c'est une compétition qui existe depuis longtemps, depuis avant 2010, hein, on va dire, c'est avant. C'est une vieille compétition que je ne suis pas sûr qu'elle a encore vraiment lieu, mais ce jeu de données est extrêmement connu. Donc, quand vous travaillez dans le deep learning, c'est extrêmement connu, le jeu de données ImageNet. OK. Pourquoi? Primo, parce que c'est un jeu de données très intéressant que je vous explique dans 2 secondes. Et deuxièmement, parce que dans l'histoire du deep learning, ça a été un milestone, c'était un moment très important du deep learning. C'est quoi? C'est ImageNet, c'est une compétition qui a lieu tous les ans où vous avez des images, un peu comme les images que vous avez ici. Et le but, c'est de classifier l'image, d'accord? C'est-à-dire ceci est un bol, est une tasse, pardon, ceci est un monsieur, ceci est une araignée, c'est un chien, etc., etc., etc. Donc c'est une compétition où il y a 14 millions d'images, ok, vous voyez bien, c'est beaucoup d'images qui ont été classifiées par des humains. Donc des humains ont ce 14 millions d'images, ceci est une fleur, ceci est un chien, etc., etc. C'est un vieux jeu de données. Et chaque année, il y a une compétition où il y a des images, des nouvelles images qu'on demande à des laboratoires dans le monde. Pouvez-vous classifier ces images par votre algorithme? Bien sûr, pas par vous, mais par votre algorithme. Et ensuite, il y a un ranking, un classement qui est fait entre les différentes propositions des laboratoires. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, vous voyez l'évolution. Chaque point est c'est une solution qui était proposée par un laboratoire. D'accord? Et il y avait un sort de bottleneck, un maximum, ok, qui était depuis plusieurs années, même avant, où on n'arrivait pas à atteindre plus que 70%. Ça semblait être une genre de limite magique et même beaucoup de scientifiques pensaient que dans les années 2010, qu'on ne fera jamais plus que 70% pour classifier les images. Peut-être 75, allez, parfois on arrive à 75, et peut-être qu'en 2023, on serait à 80%. C'était un peu la vision. Il y avait une sorte de vraiment limite un peu magique qu'on dirait, bon, là, c'est pas possible. Et vraiment, il faut vous dire qu'il y a ce genre de plateau qui est là depuis pas mal d'années. OK? Et puis, en 2012, il y a 2 laboratoires qui sont arrivés, et en un coup, et là, il faut se dire vraiment, ça a eu un impact très grand dans la communauté scientifique. En un coup, ils ont fait exploser le score du modèle. OK? Leur modèle, en un coup, avait une accuracy sur la classification des images qui avait atteint des scores de 85%. C'était un côté magique, qu'en un coup, ils ont pu dépasser ce genre de technique. Et je vous dis tout de suite, cette technique était basée sur du deep learning. D'accord? Et ensuite, l'année d'après, on peut voir que comme ça a eu un tel buzz, bah, la plupart des scientifiques ont tous continué, ont tous commencé à faire du deep learning. Donc tous les points verts, c'est tous du deep learning. Ils ont tous dépassé, sauf peut-être pas tous, mais ils ont à peu près tous dépassé la barre qui était la barre magique qui était par les méthodes classiques. Il y en avait encore quelques-uns qui en faisaient avec les méthodes classiques, mais ils étaient toujours bloqués. Okay, et puis tous les autres ont continué à exploser. Et depuis 2015, on avait déjà un score de genre 99%, et je sais que, on va dire, mais c'est depuis peut-être 2016 qu'on a un score. En fait, on n'a pas un score de 100% sur le jeu de données. Pourquoi? Parce que le modèle a raison à 100%, mais c'est parfois des erreurs de classification par les humains. Donc, en gros, c'est des humains, c'est quelqu'un va dire que ceci est un bol alors que c'était une tasse, et le modèle il va dire que c'est une tasse, et en fait, il y aura, voilà. Ça fait juste pour dire que maintenant, depuis 2016, le classifieur est meilleur que le classifieur humain. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une erreur, que l'erreur sur l'ensemble de test vient de l'erreur humaine. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que c'est depuis 2016 que la classification d'images est meilleure, est une tâche qui est meilleure faite par les humains que par, faite meilleure par les IA que par les humains. Donc, voilà, ImageNet,
dans l'histoire du machine learning, ça a été un milestone et c'est celui-là qui a fait mettre en évidence dans toute la communauté scientifique que le deep learning, ça marche. Et on voit que 2014, bah voilà, ça commence à monter ici. Pouf, voilà, ça monte. OK? Ensuite, il y a quelques autres gros milestones. Tout ça, c'est fait par du deep learning. Il y en a un autre gros qui était le jeu de AlphaGo. Le jeu de AlphaGo, qu'est-ce que j'ai dis? Le jeu de Go qui était solutionné par AlphaGo. Le jeu de Go, je ne sais pas si vous connaissez, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent? Ça me dit vaguement quelque chose, mais je me souviens plus vraiment des règles. Ouais, non, moi non plus. Je vais être honnête, j'ai reçu un jour un jeu de Go. C'est un jeu comme ça. Voilà, c'est le plateau comme ça. Image, voilà. C'est ce jeu-là. J'ai peut-être déjà vu des jeux comme ça, c'est un truc assez japonais ou assez asiatique. Mais voilà, c'est un jeu qui est où il faut mettre toutes les pièces une par une et il faut prendre des zones. OK? Et ce jeu-là, du niveau de sa complexité, a été considéré. Attendez, je retourne. Voilà, notre site. Donc, ça, c'était un grand étape aussi en 2016. C'est là que je crois, c'est là de mon point de vue, c'est la première fois que j'ai entendu parler du deep learning. Moi, c'est en 2016, c'était avec ce jeu-là. Le jeu de Go, on considère sa complexité d'exploration est plusieurs ordres de magnitude plus grande. Donc, si on prend des échecs, ok, comment est-ce qu'on faisait avant pour jouer aux échecs? C'était du brute force. Donc, Deep Blue, dans les années, je ne vais pas te donner de date, mais la première fois qu'on a battu un joueur d'échecs humain, c'est fondamentalement un arbre de toutes les possibilités. Il y avait des grosses optimisations faites dedans, mais en gros, il examinait toutes les possibilités, il voyait que cette branche-là marchait bien, et hop, il allait faire ce coup-là. C'était la méthode brute force. OK? Et ça faisait déjà plusieurs années que ces techniques de brute force aux échecs permettaient de jouer très, très, très bien. D'accord? Mais le jeu de Go ne passait pas cette méthode. Pourquoi? Parce que, je ne suis pas un expert, mais il semblerait que l'espace des mouvements, des coups possibles à chaque étape est plusieurs ordres de magnitude plus grande, ok, que les jeux d'échecs. Donc, il n'est pas possible de faire du brute force parce que ça explose très très vite. D'accord? Ok, c'est juste que l'exponentiel va trop vite. Et c'était honnêtement considéré le jeu de Go par la plupart des scientifiques en IA et les plus grands experts en IA que ça prenait plusieurs dizaines d'années encore avant que l'IA puisse atteindre le niveau des humains. C'était vraiment considéré avant 2016 comme un truc qu'il fallait encore peut-être 30 ans avant que les IA arrivent. Et puis, il y a eu des gens de chez Google Mind, de chez DeepMind, c'est une filiale de Google, qui ont proposé un algorithme. Je vous conseille d'aller voir des vidéos. Il y a plusieurs vidéos où ils expliquent, je vous en enverrai une dans le chat pendant la pause, où ils expliquent un petit peu cet algorithme-là et à quel point il a eu un grand effet. D'accord? Et ça, c'était donc pour faire bref, en 2016, les gens de DeepMind ont réussi à battre le champion du monde de jeu de Go. Et ça a été un grand événement dans le machine learning parce qu'encore une fois, on pensait que ce n'était pas accessible avant bien longtemps. Il y a une autre étape que je n'ai pas mis ici qui est vers 2001, 2021, je crois, ou je ne sais plus quand. C'est quand ils ont réussi à résoudre un problème en biologie extrêmement complexe grâce au deep learning. C'est le repli des protéines. Je ne suis pas un biologiste du tout, mais apparemment, ce qui est important pour la fonction des protéines, c'est leur forme. D'accord? Et les protéines, je vais dire beaucoup d'erreurs, encore une fois, je ne suis pas un expert en biologie, mais le codage dans l'ADN définissent le codage qu'il y aura dans les protéines, et ensuite, sur base de ça, on va définir la forme. Okay? Et il y avait un problème en biologie qui est extrême, qui est apparemment qui est un grand problème, c'est être capable de prédire, sur base du codage, quelle sera la forme que prendra la protéine, parce que ça permet de prédire sa fonction. C'est un problème extrêmement compliqué. Il semblerait que ça prenait avant, juste pour savoir chaque protéine, il fallait faire des expériences, c'était extrêmement coûteux. Voilà, c'était très, très dur. Et DeepMind, on va dire, je pense que c'est DeepMind.
aussi, vers 2021, je crois, ou quelque chose ou 2020, c'est assez récent. Ils ont proposé un algorithme qui est capable de prédire la forme avec une précision de 99 ou 98% sur base du codage. Il semblerait que dans le milieu de la biologie, il mériterait de recevoir le prix Nobel parce que ça a un impact très très grand. Voilà. Donc ça vous montre un petit peu tous les impacts du deep learning. Je ne vous parle pas des voitures autonomes, de toutes ces choses-là, c'est du deep learning qui est derrière. D'accord? Donc, je reviens au tout début de la présentation. Dans ce cours, vous allez faire un deep dive, une étude approfondie pendant plusieurs semaines sur un type de modèle qui sont les réseaux de neurones. OK? Et je n'ai pas parlé de chat GPT. GPT est un réseau, ils sont très avancés maintenant, hein, mais c'est un type de réseau neuronal aussi. OK, un autre point que je voudrais tout de suite mettre en évidence, et ça c'est quelque chose qu'il est souvent dû, parce que moi je travaille donc dans les entreprises, mais je travaille dans une boîte. Souvent, les gens pensent que tout doit être fait avec le deep learning, et c'est toujours dur à faire communiquer. Maintenant, les gens entendent IA égale deep learning. Donc, un projet d'IA qui ne fait pas du deep learning, ce n'est pas un vrai projet d'IA. C'est un peu le risque qu'on a maintenant. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le deep learning a montré tellement de bonnes performances que tout le monde pense que si on n'utilise pas du deep learning, ça ne marche pas. D'accord? C'est totalement faux. Et, et cette figure tente à expliquer pourquoi. En fait, si on classifie le deep learning, et donc ici c'est imagé, hein, d'accord, ce n'est pas non plus une règle formelle, mais c'est quand même ce qu'on observe. Si on regarde les algorithmes de deep learning et si on regarde, on va dire, les autres méthodes d'apprentissage du type support vector machine, random forest, les arbres, les Canir-Bourse, modèle linéaire, etc., 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 d'accord. Si on prend tous ces exemples-là, eh bien, donc, si ici, je mets sur l'axe des X, je mets la quantité de données que le modèle a besoin pour être bon. Et si je mets ici la performance du modèle de point de vue très général, je n'ai pas défini ce que ça veut dire, mais vous comprenez ce que je veux dire, de point de vue intuitif, eh bien, on peut observer que lorsqu'on a peu de jeux de données, ok, peu, c'est même, peu, ça peut quand même être beaucoup, d'accord? Alors, les algorithmes classiques ont tendance à être supérieurs au deep learning. D'accord? Le deep learning, pour faire simple, marche mieux que les algorithmes classiques dans deux cas. Premièrement, quand vous avez énormément de données à votre disponibilité. OK? Et aussi beaucoup de puissance de calcul. Ce n'est pas écrit, mais il faut aussi de puissance de calcul. Deuxième chose que je n'ai pas dit ici, c'est dans certains cas, le deep learning ne marche pas. Ça marche très bien sur certains types de problèmes. Ça marche bien sur des types de problèmes, analyse de texte, analyse d'image, analyse de graphes, etc., etc. Mais sur des tables de données brutes, on appelle ça sur des tables de données, on appelle ça des, je sais même plus le terme, soit sur certains types de problèmes, même avec beaucoup de data, parfois le deep learning ne se fait pas par des méthodes classiques. D'accord? Le seul message que je dois avoir ici, c'est je voudrais vraiment que vous évitiez d'avoir l'erreur que je rencontre beaucoup dans les boîtes de dire tout est deep learning à la fin de ce cours. Ce n'est pas mon but de ce cours. Mon but du cours ici, c'est de vous expliquer un type d'algorithme qui marche beaucoup, que peut-être que dans certains de vos projets, si vous faites du machine learning plus tard, vous utiliserez du deep learning, mais la plupart des projets réels se font avec des algorithmes classiques parce qu'il est rare que vous ayez à votre disposition des clusters de machines avec des cartes graphiques et qui marchent je me rends compte que j'ai oublié de dire un truc. Et qui marchent pendant des heures pour vous. J'ai oublié de vous parler de quelque chose, ceci. Oui, ils ont besoin de beaucoup de puissance de calcul, ok, mais en fait, il y a aussi des nouvelles puces qui ont été développées spécifiquement pour le deep learning. J'avais oublié de vous le dire, pardon. Donc, maintenant, en 2023, sur les machines, il y a des puces spécifiques pour faire du deep learning. Ça s'appelle des TPU, un TPU, ok? Mais avant d'utiliser les TPU, il faut savoir que
pour résoudre des deep learning, on a besoin de faire énormément de produits de matrices. Énormément. Et beaucoup, et faire ça en parallèle, d'accord? Et c'est une opération que nativement font les cartes graphiques. C'est pourquoi, pendant très longtemps, et même encore maintenant, pour faire du deep learning, on a besoin, sur sa machine, d'avoir des cartes graphiques très puissantes. Okay, et c'est vraiment, on va dire, le même code pour l'apprentissage va prendre 10 fois plus longtemps si on n'a pas de carte graphique que si on en a une. La carte graphique permet vraiment de faire des trucs qui vont beaucoup plus vite. Et donc, longtemps, mais il faut savoir que maintenant, il existe vraiment des puces dédiées à l'apprentissage profond, donc au deep learning, qui s'appellent des TPU. D'accord? Mais en général, les gens n'ont pas des TPU chez eux, mais ils ont des GPU dans leur machine. Et donc, voilà. C'était le point que j'avais oublié de vous dire qu'on a besoin aussi de cas graphiques. Ouais, donc ça, c'est juste pour vous montrer, mais ça, je l'ai un peu introduit. Donc ça vous montre un peu toutes les applications du deep learning. Je ne sais pas si vous connaissez le site This Person Do Not Exist. Vous connaissez? Il y en a, c'est... Oui, oui. Je vais vite te montrer quand même pour les autres. This Person Do Not Exist. Voilà. Ah, non. Hop, voilà. This Person Do Not Exist. Ah, ouais, c'est là. Pourquoi c'est .fr? Je sais pas, non, c'est pas lui. Pas lui. Ah, il est où? Ah, bah, c'est le .com. Oui. Ah non. Ah oui, bah, c'est ça. C'est plus vraiment lui. En fait, il faut savoir que la photo que vous voyez ici, de la personne que vous voyez ici, c'est. C'est pas le site que je cherche. Hein. Bon, croyez-moi, bah, c'est un peu ce qu'on avait fait tantôt. Ce visage, il faudrait que je retrouve. Ce visage que vous voyez, par exemple, la personne que vous voyez ici, là, ok, ce visage, il n'existe tout simplement pas. Ce n'est pas une photo de quelqu'un qu'on a prise sur Internet. Cette photo a été générée, ok, c'est du génératif, c'était ce que je vous avais dit tout à l'heure, on fera un peu de génératif. C'est du génératif et c'est ce qu'on appelle du GAN, qui est derrière, G-A-N, GAN. On a un chapitre sur GAN, donc on verra pendant le cours comment est-ce que les algorithmes de deep learning font pour générer ce type d'image. Donc encore une fois, ce qui est important à retenir, c'est que cette image, elle n'existe pas. C'est le réseau de neurones qui a vraiment inventé cette image. C'est comme il y a une confusion que beaucoup de gens font avec ChatGPT, mais je suppose que beaucoup de gens, vous, n'ont pas cette confusion, mais je précise quand même. ChatGPT, quand il vous répond à des questions, il ne fait pas des extracts depuis Internet. Il génère vraiment du texte. Okay, c'est la même chose. Ici, il génère vraiment une image à partir de quelque chose qui n'existe pas. C'est tout ce qu'on appelle le génératif modeling. Et aussi, dans la période du Covid, il y a eu beaucoup d'utilisation de gens qui ont essayé d'utiliser du deep learning pour tout ce qui était la crise du Covid. Par exemple, comme le deep learning marche très bien pour l'analyse des images, eh bien, c'était utilisé massivement pour analyser les radios. Et il y a maintenant tous de grands problèmes. Ah oui, donc le fait d'être capable de générer ceci, il y a il y a maintenant des problèmes de deepfake détection. Ok, vous savez que ah ouais, il y a beaucoup de deepfakes. La plupart des deepfakes que vous entendez parler quand on arrive à mettre un visage sur quelqu'un d'autre, c'est du deep learning qui est derrière. Donc ça génère des grands problèmes de deepfake. Donc maintenant, il y a des grands problèmes de détection de deepfake. Et par exemple, je crois que ça c'est sur Kaggle. Je ne suis même pas sûr que c'est Kaggle. Mais il y a eu une compétition, donc je vous préviens tout de suite, elle est finie. Mais par exemple, c'était pendant le Covid, je crois, cette période-là. Ça remonte il n'y a pas tellement longtemps. Et le but, c'était faire un classifieur qui était capable de détecter si l'image était vraie ou fausse. D'accord? Et le gagnant de la compétition, c'était des laboratoires. Hein. C'était rarement des gens tout seuls. Mais c'était souvent des laboratoires, parce qu'en plus, il faut du deep learning pour détecter du deep learning. Donc, et le deep learning a besoin de beaucoup de puissance de calcul. Donc, voilà, c'est un peu cyclé. Voilà, il y avait eu une compétition et le deepfake commence à être un grand problème. Là où moi je travaille chez moi, ben, on a aussi les grands projets en interne pour être capable de détecter des comportements fake qui sont faits par des bots
etc., etc. Alors, maintenant, je vais juste, ici, ce n'est pas pour vous introduire le code, hein. On verra ça en détail la fois prochaine. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que ici, mon seul but, c'est de vous montrer le code. D'accord? Dans mon cours, de temps en temps, je vais vous montrer du code parce que j'ai l'impression que c'est bien de vous donner les choses de façon intuitive, de vous donner ensuite les choses formellement. Et ensuite, pour consolider les choses, je tente pas toujours, mais parfois, de vous donner du code qui fait vraiment ce qu'on a vu avant. D'accord? Donc, il y aura parfois du code dans le cours. Ici, donc, ici, on ne va pas aller dans les détails, mais ici, c'est juste pour vous montrer que je me sers de TensorFlow. Mais attention, je ne me sers pas vraiment de TensorFlow parce que la première chose que je fais, j'importe Keras du package TensorFlow. C'était ce que je vous avais dit, que on ne fait plus vraiment de TensorFlow, on fait du Keras. C'est le package qui était englobé. Comment dire la différence entre TensorFlow et Keras? C'est un peu comme si vous faisiez du assembleur et du C, d'accord? L'assembleur, c'est de bas niveau et le C, c'est de haut niveau. Et bien, dans le monde du deep learning, TensorFlow, c'est un peu l'assembleur, ok? Et sur le dessus de l'assembleur, on a fait du Keras qui se permettent de simplifier le code. Donc, il est plus facile de coder en Keras qu'en TensorFlow, mais en TensorFlow, c'est plus difficile, mais on a plus de liberté. D'accord? Mais la plupart des gens travaillent avec Keras. Donc voilà. Donc ici, c'est juste pour vous montrer le code, rien de très compliqué. Ici, la première chose que je fais un extract du jeu de données. D'accord? OK. Je fais un extract du jeu de données. J'ai deux questions. Ouais, j'avais des questions, mais je les poserai la fois prochaine. Donc ici, vous voyez que je charge. Je reçois un training set et un ensemble de tests, qui sera en fait mon ensemble de tests pour évaluer la performance. La construction de mon modèle, vraiment la construction, c'est ces quatre lignes-ci. De modèle jusqu'ici, mais on verra tout ça en détail après, mais c'est là que je construis mon modèle. Vous vous souvenez, par exemple, c'est comme si ici je mettais random forest. Mais quand on construit un random forest, j'ai besoin de définir la structure de mon arbre, de mon random forest, le nombre d'arbres que je vais mettre. Quand je vais mettre. Quand je vais construire qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de modèle? Quand je vais construire un support vect en machine, vous avez, c'est que paramètre C, le cost, donc le poids que vous mettez à une erreur quand les trucs sont mal classifiés pendant l'apprentissage. Donc vous avez besoin de définir votre modèle. Eh bien, c'est ici que je définis le modèle, c'est ces trois lignes-là. Donc là, je construis un modèle séquence qui a deux couches. Je dis des mots que je sais que tout le monde ne comprend pas, mais vous verrez ça plus tard. Il y a deux couches, ok? Et voilà, il est fait. Et ensuite, c'est ici que je fais l'apprentissage vraiment. Donc, je sais pas si je crois que vous avez déjà fait du scikit-learn. Vous avez déjà fait du scikit-learn? Donc, mes fonctions fit et tout ça, vous avez déjà vu? Je crois que vous avez des TP aussi. Ma question, c'est est-ce que vous avez déjà vu pendant vos travaux pratiques scikit-learn, sklearn ou pas encore? Allô? Vous êtes encore là? Là, il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat qu'on a appris un peu sur Kaggle. Ah, ok, vous avez un peu appris sur Kaggle. Ah oui, sur Kaggle Learn. Oui, je vois. Ok, ben, oui, je ne vois pas de chat, il faut savoir. Parce que là, voilà. Bon, peut-être que si je réduis ça, je verrai le chat en fait. Attendez, je vais faire en sorte pour voir le chat. Attendez. Ok, c'est maintenant que je vois le chat. Ok. Donc, je reviens. Donc, si je reprends le Kaggle, non, le scikit-learn, à un moment où vous avez votre modèle et vous faites du fit et vous faisiez votre apprentissage. D'accord? Eh bien, l'apprentissage, c'est toute cette partie ici. Celle-là. Ici, vous voyez le fit, mais avant ça, vous avez besoin de définir de quelle manière vous allez faire votre fit. Donc, ça, c'est le fit ici, et ça, c'est la construction du modèle, OK? Et c'est tout. D'accord? Et donc, après ça, vous voyez que le modèle, il nous dit plein de choses, OK? Et à la fin, je dis que le modèle a été bien entraîné. On va prendre notre temps, vous inquiétez pas, mais tout ça, à la fin des plusieurs semaines qu'on aura, ce sera clair pour vous. D'accord? C'est juste comme ça, vous avez déjà vu le code. OK? Donc ça, c'est sur TensorFlow.
PyTorch, je vous montre la même chose, okay, sur PyTorch. Donc ici, vous voyez maintenant, il faut appeler torch. Okay. Quelle est la différence? Donc, je vais vous faire le pendant. Torch a tendance, donc je vous avais dit tantôt que vous aviez les 3 modules. Je vais vite vous les remettre, comme ça c'est clair. Donc vous avez Keras, vous avez TensorFlow et vous avez PyTorch. D'accord? Donc je viens de vous dire que vous pouvez voir Keras comme étant un langage de haut niveau pour faire du deep learning et TensorFlow, c'est un langage de bas niveau qui est utilisé sur Keras. D'accord? Juste une petite aparté, Keras peut utiliser d'autres langages de bas niveau, okay, que TensorFlow. Et en fait, vous pouvez voir PyTorch comme ici un langage de bas niveau, d'accord? Mais les gens ont tendance à préférer faire du PyTorch que faire du TensorFlow parce que PyTorch est plus du style pythonien. Mais les gens, donc quitte à devoir faire du bas niveau, ok, les gens pourraient très bien faire sur TensorFlow, donc le produit Google, mais les gens préfèrent le faire sur PyTorch parce que la syntaxe et l'esprit de coding, les gens ont tendance à préférer. D'accord? Et tout ce que je vous dis là, c'est des tendances, hein. Et puis c'est bien possible que ce que je vous dis là, que dans 5 ans, ce sera un 4e qui arrivera. Mais j'ai l'impression que c'est assez bien stable depuis plusieurs années, ce que je vous explique. Donc PyTorch est un langage de plus bas niveau. Donc vous pouvez le voir comme un langage de plus bas niveau. Donc je vais vous donner le pendant. Donc ici, ah oui, c'est d'abord. Donc ici, j'importe mes librairies. Ici, je veux créer mon jeu de données. Vous voyez, ok. En fait, les équivalents. C'est ici vraiment que je fais des modèles, d'accord. Vous allez voir tout de suite. Ici, je construis des modèles. C'est un modèle à 2 couches, avec des couches. Bon, soit on voit des chiffres. C'est pas un gros modèle, mais c'est pas un modèle tout petit. Alors que ici, la construction de mon modèle est ici. Ça semble être qu'une seule ligne. Ça va être un mauvais exemple parce que ce modèle-ci, c'est le modèle le plus simple qu'on peut avoir. C'est un neurone. C'est pas vraiment un réseau neurone que je vous montre ici. C'est un neurone. D'accord? Mais donc ici, cette ligne-là, c'est l'équivalent de pendant de ce bloc de code-ci. Donc ici, je définis la structure de mon réseau neurone. Ici, je définis la structure de mon réseau neurone. La seule différence, c'est qu'ici, la structure de mon réseau neurone, c'est en fait un neurone tout seul. Donc c'est pour ça que c'est une seule ligne. D'accord? Ensuite, tout ce bloc que vous voyez ici, ce bloc que vous voyez ici, ok, ces 2 lignes ici, c'est quand je définis ma fonction coût et mon optimisation. Je sais que ce que je dis là n'est pas encore clair, vous allez apprendre, mais ces 2 lignes ici, c'est exactement dépendant d'ici. Je définis ma fonction coût et ma méthode d'optimisation. Ma méthode d'optimisation, ma fonction coût, ma méthode d'optimisation et ma fonction coût. Ok, loss and optimizer. Ok, et ensuite, tout ce bloc-ci, ok, c'est mon fit. D'accord? Donc ici, dans Keras, parce que Keras c'est un langage de plus haut niveau, pour faire un apprentissage, c'est une ligne de code, on fait Keras. Ben, comme je vous ai dit que TensorFlow est un langage de plus bas niveau, le fit, il n'existe pas. Donc tout ça, eh bien, vous allez écrire le code de l'optimisation. D'accord? Okay. Donc ça, c'est du fit. Toutes ces lignes-là. En fait, non, parce que ça, c'est du texte. Mais ces lignes-là, c'est du fit. OK? Est-ce que vous avez des questions? Le but, c'est pas non plus que vous compreniez. Hein. Donc, essayez pas de comprendre le code. Mais le but ici, c'est juste que vous voyez, que vous ayez pour une première fois vu du code PyTorch et du code. Parce que les prochaines fois, j'essaierai plus en détail dans les différents codes. Je suppose que là, vous nous montrez ça dans le langage Python, mais qu'on peut faire ça dans d'autres langages aussi. Très, très, très bonne question. Alors, dans le milieu du deep learning et du machine learning en général, il y a 3 langages qui ont pris le dessus. Jusqu'en 2022. On est en 2023 et donc c'est pour ça que je précise, parce qu'il commence à y avoir des petits changements que je sens que ça frémisse. Les principaux langages pour le machine learning, je vais vous les montrer. Le premier, c'est Python. OK? OK? Il n'y a pas de secret. OK? C'est Python. D'accord? Le deuxième,
c'est R. Je ne sais pas si vous connaissez R. Ça ne me dit pas grand-chose. Je connais Rust, mais alors R, non, peut-être Ce n'est pas. pas Rust, c'est R. Vraiment la lettre R. D'accord? Mhm. R, donc, je vais vous donner 3 langages. Il y en a même 4. Je vais vous donner les 4 langages. Vous pouvez les noter parce que ce n'est pas dans les slides. Mais, mais c'est bon pour votre culture générale. Il y a R qui est utilisé extrêmement beaucoup jusqu'on va dire 2000, en 2010, 2015 même, d'accord? En 2015, c'était extrêmement fort utilisé. C'était peut-être le premier des langages. R est un langage écrit pour et par des statisticiens, d'accord? Donc c'est des statisticiens, donc c'est un projet open source, très open source. C'est écrit là d'ailleurs, GNU, GBL. C'est un langage open source qui est écrit par des académiques, mais principalement par des statisticiens. Et ça se sent. Ce n'est pas un langage très rapide et la syntaxe est vraiment moche. On va être honnête entre nous, c'est une syntaxe très moche. Mais quand vous devez faire des stats et quand vous devez faire des analyses de données, ok, eh bien, c'est le meilleur langage. D'accord? Donc, du Mhm. machine learning jusqu'en 2010, il y avait R. D'accord? Et en 2010, et on va dire les années 90, je ne suis même pas sûr que vous êtes chez né dans les années 90, depuis les années 90 jusqu'à, et puis, et puis maintenant, plus personne n'en parle, mais c'est bon pour votre culture générale, c'est SAS. Et où? SAS Language. Si je fais l'image, ouais, c'est SAS. Ouais, il faut se méfier parce que ça, c'est aussi des livres, donc il faut se méfier. C'est pour ça que j'ai peur de mettre l'image. Euh, Mettez SAS et vous verrez ce que je veux dire. Donc, SAS, c'est un langage et ça, le problème, c'est que c'est un langage fermé, qui est une boîte privée à Microsoft, on va dire que tout était fermé, qui s'appelle SAS. Ça coûtait, j'ai travaillé sur SAS, ça coûtait des centaines de milliers d'euros par an pour une boîte, pour juste avoir le droit d'utiliser SAS. Mm. Euh, Je crois que des c'est un peu centaines. comme Java. À un moment, ça va aussi, c'était aussi un peu payant jusqu'au moment où il y en a qui ont fait du open source. Java a toujours été gratuit. Donc, je sais pas, il y a eu un truc à un moment où au départ, c'était pas censé être gratuit, mais ça a évolué par l'après, Je après, je sais plus. préfère pas dire, je préfère. Mais ça n'a jamais été open source. Donc ça, Ok. mais honnêtement, il faut être honnête, SAS, c'était le seul outil. Donc c'est avant R. Donc maintenant, je vous fais un peu de l'histoire des langages de programmation dans le data science. Avant R, il y avait, c'est à l'époque, donc ça c'est les années 90. Hein. Donc il y avait que du C, il y avait du C++, du Pascal. Je ne sais pas si que vous connaissez Pascal. Moi, j'ai fait beaucoup de Pascal. Il y avait COBOL. Donc, c'est aucun de ces langages, c'était vraiment des langages faciles pour faire de l'analyse de données. Ok. Et puis, il y a eu une boîte qui s'est créée, c'était SAS, et honnêtement, si on compare avec ce qu'il y avait ailleurs, c'était stupide de ne pas utiliser du SAS si on voulait vraiment être productif. Donc, beaucoup de boîtes ont utilisé du SAS. Il n'est pas impossible que si vous rentrez dans des boîtes et faites du data science aujourd'hui, en 2023, que vous en fassiez encore. Dans la boîte où travaille ma compagne, ils font du SAS, par exemple. Je sais que les gros ministères belges, finances, etc., ils ont énormément utilisé du SAS à une certaine époque. Et ça ne me donnerait pas qu'ils en font encore un peu. Donc du SAS, il n'est pas impossible que vous en fassiez encore, mais ça a vraiment tendance, il n'y a plus honnêtement aucun nouveau projet moderne de data science qui se fait avec du SAS. Mais il y a tellement beaucoup de legacy de code écrit en SAS qu'il est probable que vous entendiez parler du mot SAS. OK? Ensuite, il y a des questions? Non, pour le moment, ça va. Ensuite, il y a eu le langage R. Mais je tape à côté. R, d'accord? Ça, c'est un peu après. Ça a eu tout de suite une grande montée. Ah oui, il y a eu du MATLAB aussi. J'oublie peut-être le MATLAB. Il y a eu pas mal de gens qui ont fait du MATLAB, mais ça a toujours été une niche. Ça n'a jamais monté. Alors que ceux que je vous donne ici, si, ils ont tous eu c'est un moment leur grand buzz. R, euh, c'est un langage donc, écrit par des statisticiens, pour des statisticiens, et c'est un langage, honnêtement, j'en ai fait beaucoup. Moi, honnêtement, j'ai écrit ma thèse en R. J'ai travaillé dans des boîtes longtemps en R. Donc, j'en ai mangé. Maintenant, ça fait, à mon avis, 4-5 ans que j'ai pu faire la moindre ligne de code en R.
Mais c'était honnêtement, si on doit faire des pures statistiques, c'est très bon. Et c'est même meilleur que tous les autres langages. Si on doit vraiment faire des pures stats, si vous faites des statistiques, ce serait dommage de ne pas faire du R. Mais du stat, je veux dire niveau universitaire, hein, pas faire du stat, faire un moyenne et des écarts types. Hein. Mais si vous avez besoin de faire des estimateurs de type Laplace avec des Lagrangiens, des trucs vraiment complexes, euh, je- ce sera du SAS. Okay, dans mes études, j'ai fait un master en stats. J'en ai bouffé du R. D'accord, et je sais que maintenant, beaucoup de gens font encore dans le milieu académique du R. Donc, je pense qu'il y aura toujours, pendant très longtemps encore maintenant, une petite niche de personnes qui feront du R. Parce que, et ça, c'est par exemple quand on doit vraiment faire, si le but c'est vraiment faire de la pure analyse de données et qu'on n'a pas besoin d'avoir des interfaces avec, voilà, que on est dans notre petite bulle et qu'on va faire que de l'analyse de données, R marche très très bien. Ensuite, l'autre langage, mais depuis, il y a eu Python qui est arrivé, ok. Et lui, honnêtement, en 2022 et 2023, aucun souci, vous êtes obligé de connaître des packages Python pour faire du data science. 90%, et j'ai pas peur de dire ce chiffre-là, des projets modernes qui commencent de deep learning font du Python. Si vous cherchez un boulot pour faire de la data science, ce sera, sauf bien sûr si c'est une boîte qui fait du SAS ou du R, mais en général, ce sera du Python. D'accord? Donc, si moi, je devais me créer une startup aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui, je ferai en Python. Pourquoi? Parce que la très, très grosse, vaste majorité des gens font du Python dans le milieu de la data science. OK? Donc, mais par contre, je sens des. Ah oui, il y en a un dernier, c'est Julien. C'est un peu le outsider. Il est assez nouveau, nouveau il y a peut-être 10 ans. C'est un langage assez nouveau qui se veut dédié spécifiquement à des analyses de données et être très rapide. Ok. J'ai l'impression que ça prend du temps. Je ne suis pas sûr qu'il va un jour arriver à dépasser Python. Il y a un moment, on va dire, il y a 3 4 ans, beaucoup de gens en parlaient, mais tellement de gens travaillent en Python que c'est difficile à faire venir un nouveau langage. Donc ça, c'est les 4 langages principaux, c'est Python, R, SAS et Julia. Si ce sont les principaux. Avec un à mettre vraiment au-dessus de tous, c'est Python. D'accord. Les codes PyTorch, c'est du Python. Et je sais que pour TensorFlow, par contre, il y a un module Torch, je crois qu'il y a des modules pour les autres langages, mais je ne suis pas certain, mais je crois que oui. Mais par contre, sur TensorFlow, je suis certain, ils ont vraiment fait des modules pour C++, ils ont fait des modules pour d'autres langages. Mais 90% des développeurs qui utilisent TensorFlow le font avec Python. D'accord? Mais, donc ça fait plusieurs fois que je mets mais, et je dis jamais à la suite de mon mais, je sens un frémissement autour de Rust. Dans ma boîte, il y a des gens qui essaient de chipoter, de voir un petit peu comment on peut faire des modèles avec Rust. Et donc Rust commence à monter très fort dans les boîtes, mais en général. Il a tendance à remplacer les langages de bas niveau. Et des gens commencent à se poser la question si on ne peut pas faire de la data science dessus. Donc, il n'est pas impossible que donc, encore maintenant, c'est vraiment. Voilà, je vous donne mon intuition. Mais ça reste vraiment très, très petit, mais je sens quelque chose autour de Rust. Encore des questions? OK. Il faut juste savoir que quand on développe avec ces packages, ils ont des API. OK. Et honnêtement, quand on commence à faire soit on travaille avec TensorFlow, soit PyTorch, on connaît la doc par cœur à la fin, hein, parce que elles sont bien faites. Hein. Par exemple, si on va sur celle-là, ah ben, elles étaient déjà ouvertes à côté. Vous voyez, par exemple, il doit y avoir le Keras qui est là, donc TensorFlow Keras est là, donc, mais Keras se trouve ici. On voit le séquentiel. Ok. J'ai utilisé ça dans l'autre. Ça, c'est le séquentiel, c'est le truc que je vous ai montré ici. Hop, 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 hop. C'est l'objet qui est ici, vous voyez. Ok. Si vous voulez savoir comment ça marche, ben, c'est dedans.
Ok, donc mais la doc, on l'utilise beaucoup quand on fait des modèles. Je propose de faire une première pause jusque 40. Ça vous va? Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le dur. Donc là, c'était une introduction. D'accord.